Ursibel, fils de la grande ours. Le périmètre. De la fenêtre du 15e étage, Ursibel scrutait les rues boueuses d'Urpois, quelques 50 mètres plus bas. Toute la famille était partie en quête de ce qu'il était encore possible d'acheter dans ce coin misérable, et comme à chaque fois, Ernest lui avait ordonné de rester à l'intérieur. Pour toute liberté, Ursibel avait le droit de regarder la télévision en réglant le volume au plus bas, ou de s'occuper d'une quelconque manière, à condition de ne pas faire de bruit. Le vent glacé balaya sa fourrure brune, constellée d'épis blonds, qui lui donnaient l'air d'un ourson criblé de fléchettes dorées. Ses oreilles, à l'affût des sons les plus imperceptibles, procuraient un caractère intelligent à son visage, marqué d'une truffe sombre et d'un regard bleu azur. Il mesurait 46 centimètres, pour être exact, et ses membres se terminaient en griffes honorables. Il alluma le transistor, posé sur sa table de nuit. Les antennes étaient si rouillées qu'il avait abandonné l'idée de les remettre droites. De la friture grésillait sur presque toutes les fréquences, et la seule station audible diffusait un communiqué sur un bombardement de torchiers qui s'était produit le matin même, au nord du périmètre. Ursibel palpa son thorax douloureux. Même si Ernest prenait un soin particulier à surveiller les pulsations de son cœur pour s'assurer que tout allait bien, Ursibel s'imaginait renfermer une machinerie de clics et de glouglou en train de comploter contre lui. Ce problème de cœur était la raison pour laquelle Ernest le Joffre l'empêchait de sortir, car son travail, bien qu'il fût un humain, était d'éduquer des oursons dont les parents avaient confié leurs petits à la religion. En tant que professeur émérite, sa mission consistait à enseigner tout ce qu'il savait de la planète Terre aux oursons. En outre, son temps libre était consacré à l'étude des habitats terrestres, et notamment des igloos, au sujet desquels il avait écrit une encyclopédie entière. Ursibel s'éloigna de la fenêtre, tenaillé par la faim. Des fourmillements lui engourdissaient les pattes, et il se languissait d'une assiette de purée de beurre, comme il n'en avait plus croisé depuis longtemps. Pour couronner le tout, la bâche de sa fenêtre s'était encore détachée et laissait passer les courants d'air. Il déambula dans l'appartement à la recherche d'une activité qui lui ferait oublier l'envie de manger. Dans le salon, le canapé dégageait une odeur de moisi qui picotait la truffe. Les murs, aussi fissurés que les façades du quartier, étaient heureusement cachés par des bibliothèques pleines de livres. Ursibel tenta d'en extraire un, juste pour voir. Mais le volume resta collé à ses voisins de gauche et de droite, et refusait de quitter sa rangée. Il délaissa la bibliothèque pour retrouver le réduit où s'entassaient les affaires de son grand frère, Typhon. Un ourson de mauvais caractère, mais qui avait le mérite de posséder des jouets plus intéressants. Entre autres un télescope dont il ne se servait jamais, car il le trouvait trop compliqué à utiliser. Les connaissances d'Ursibel au sujet de la Terre se résumaient à quelques notions acquises depuis la fin de l'été, au début de son éducation auprès d'Ernest. C'était une planète étrangement bleue, qui apparaissait une seule fois par an, pendant la nuit du solstice d'hiver. Ses continents et ses mers forçaient l'adoration des Béryliens, ou plutôt d'une petite catégorie de croyants dont Ernest faisait partie, et que l'on appelait communément éléistes. Ces gens étaient obsédés par l'idée de vivre sur la Terre. Ursibel trouvait cette intention absurde. Déménager sur Terre, rien que ça? Comment pouvait-on voyager si loin quand leurs meilleurs avions, jamais inventés, peinaient à survoler le continent sans faire escale? À la différence de Typhon, Ursibel avait appris à maîtriser les réglages du télescope, et s'en servait pour surveiller les alentours. En l'absence de son grand frère, il le transportait jusqu'à la fenêtre du séjour et le remettait à sa place après plusieurs heures d'observation passionnante. Cette matinée de solitude était l'occasion d'en profiter. Ursibel poussa l'instrument monté sur un trépied à roulettes jusqu'à la pièce voisine et balaya une vaste étendue du périmètre avec le télescope. C'était une route faisant fonction de frontière entre la flore et la ville où Ursibel ne manquait jamais de découvrir des étrangetés. Véhicules militaires et individus de toute espèce patrouillaient, erraient ou marchandaient sur le ruban d'asphalte qui n'appartenait ni aux plantes ni aux gens d'Urpois.
Ursibelle scruta un point de contrôle où les végétaux devaient présenter leur laissez-passer pour vendre leurs fruits et leurs légumes en ville. Il s'amusa à détailler un agglutinement de betteraves, chancelant sous le poids de leur propre tête, qui n'étaient rien d'autre que des racines bulbeuses fendues d'une bouche, d'où ruisselait du sirop. Un jour, Ernest lui avait raconté que certaines étaient capables de s'échauffer à plus de 100 degrés pour fabriquer du caramel mou. Une rafale de vent dissipa les brumes jaunâtres à la bord du périmètre, et l'immeuble tout entier grinça comme une vieille charpente de bateau. La peinture du plafond s'émietta dans un bruit de béton fissuré, ce qui dérangea à peine Ursibelle, qui avait fini par ignorer la lente décomposition du bâtiment. Par contre, les claquements de pas qui résonnaient dans la cage d'escalier lui signalèrent le retour de sa famille. Sans perdre une seconde, il se hâta de remettre le télescope à sa place. Les roulettes du trépied se prirent dans un tas de linge sale avant de renverser une lampe qui à son tour heurta une pile d'encyclopédies consacrées aux igloos qu'Ernest n'avait pas réussi à vendre. « Non mais je rêve !» grogna ce dernier, en entrant dans l'appartement. « Je t'avais demandé de rester tranquille devant la télévision. » Les yeux d'Ernest brillaient d'une fièvre qui ne passait que rarement. Ses cheveux châtains, opulents et blancs sur les tempes, formaient d'élégantes volutes qui se terminaient en boucle au niveau de sa nuque. Ses joues creuses étaient assombries par une barbe négligée, et la peau de son cou, semblable à du marbre, avait subi les lacérations et les cicatrices symptomatiques du pitulus. Il s'agissait d'un mâle transporté par les brumes jaunes, dont s'offrait la totalité de la population humaine, ainsi qu'un nombre considérable d'ours. Au fil des années, les crevasses cicatrisaient de plus en plus difficilement, jusqu'à faire ressembler les contaminés à des plaies ambulantes. Mais le pire était quand la maladie s'attaquait aux poumons. Un ours ou un homme modérément pituleux pouvait mourir en quelques mois si ses poumons étaient atteints et si l'antitou, le seul traitement efficace, venait à manquer. Ursibelle fut dépité par l'odeur du panier de course. Il empestait les légumes flétris, bien loin du pain, de la viande et du fromage qui, jour après jour, se transformaient en lointains souvenirs. Ernest épousseta son indigotine, salie par les brumes jaunes du dehors. Il s'agissait d'une toge ample de couleur bleue, que les croyants mettaient leur point d'honneur à porter malgré les risques de reconnaissance et donc d'arrestation. Tandis qu'Ernest nettoyait celle de ses 3 oursons en secouant le tissu, Typhon fondit sur Ursibelle. « Tu as vu la terre apparaître dans le ciel, gros débile? C'est pour ça que tu as pris mon télescope ?» Typhon était brun et mesurait plus de 70 centimètres. Ses jambes, semblables à celles à des échasses, soutenaient un buste au dos voûté et à la large carrure. Une paire d'yeux sombres animait son visage d'expression hautaine, rappelant sans cesse son statut d'aîné, à qui l'on devait témoigner respect et soumission. « J'essayais seulement d'observer les comestibles, » se défendit Ursibelle. Typhon l'agrippa par le col. « Les comestibles? Tu n'as rien de mieux à faire que de t'intéresser aux voleurs qui nous escroquent jour après jour. »« Par la grande ours, Typhon !» gronda Ernest, en séparant les 2 oursons. « Ton petit frère a bien le droit d'utiliser ce télescope. Tu ne t'en sers jamais. » Ernest était conscient de protéger Ursibelle comme une porcelaine délicate, parfois aux dépens de ses frères et sœurs. Mais sa mission était de faire en sorte qu'il ne lui arrive rien jusqu'à ce qu'il soit obligé de le confier à quelqu'un d'autre, quand le temps sera venu. Au quotidien, il fallait surveiller cet ourson fragile, avoir l'oreille sur ses battements de cœur, empêcher Typhon de lui taper dessus à la moindre occasion. « Vous serez punis tous les 2. Oui, tous les 2. Toi pour avoir frappé ton petit frère, et toi pour avoir utilisé le télescope sans permission. » Ursibelle baissa les yeux, en faisant la moue. « C'est pas mon frère, » rumina Typhon. « On ne sait même pas si ses parents sont vraiment éléistes, ni d'où il vient. »« Comment oses-tu » s'irrita Ernest. « Ses parents étaient aussi éléistes que les tiens. Et l'Ecclésie, c'est le nom de l'Église pour les éléistes, m'a désigné pour être le père de chacun d'entre vous. Vous êtes donc frères et sœurs. On ne peut pas déménager à cause de lui, parce qu'il est soi-disant fatigué. Il mange comme 4 et il ne fait que dessiner toute la journée. Tu ne pourrais pas la fermer, Typhon,
répliqua la petite ours à lunettes, plantée à côté d'Ernest. Il est malade du cœur. Il ne peut pas porter les courses. Gourmandine s'était décoré l'oreille droite d'une barrette en forme d'étoile. Son visage avait toujours une truffe en forme de cœur, ainsi que la fourrure soyeuse propre aux oursinous. Ses clignements d'yeux s'associaient à un calme à toute épreuve, et son attitude très réfléchie pour ses 7 ans était le fruit d'une maturité acquise par les livres dont elle s'abreuvait à longueur de journée. « Toi, la donzelle, je ne t'ai pas sonné. Quand tu seras aussi intelligente que moi, tu pourras parler. Tu n'as même pas vu qu'Ernest venait de lui acheter des crayons neufs et du papyrus, alors que pour nous, c'est un pauvre bâton de réglisse, sec comme du morbois. Sans compter que monsieur exprime son art pendant qu'on se coltine les courses pour le clerc de terre. » Ernest perdit patience et souleva Typhon par l'indigotine. « Ton frère doit dessiner tous les jours. Je t'ai déjà expliqué pour toi. Tu vas passer un moment enfermé dans ce réduit jusqu'à ce que je te t'appelle pour le déjeuner. Quant à toi, renchérit-il, un doigt pointé sur Ursibelle, tu es consigné dans la chambre pour avoir utilisé le téléphone, le télescope, sans permission. » « Et Brouillot !» vociféra Typhon derrière la porte du réduit. « Il attend qu'on soit tous transformés en sacs d'os pour nous rapporter à manger ?» Brouillot, Brouillot, balbutia Ernest. Il a sans doute autre chose à faire, des difficultés à circuler sur le périmètre. Et n'oublie pas qu'il habite loin. Une fois les courses rangées dans les placards, Ernest demanda à Gourmandine et à Ballotin de préparer des galettes avec la farine qu'il venait d'acheter. Puis il s'absenta de la cuisine pour glisser quelques papyrus vierges sous la porte de la chambre. « Tu as dessiné ce matin ?» demanda-t-il à Ursibelle. Celui-ci était manifestement occupé à ouvrir et fermer les tiroirs où il rangeait ses dessins. « J'espère que ce ne sont pas encore des maisons. Tu en as assez fait pour toute une décennie. » Pour toute réponse, Ursibelle glissa un dessin qu'il avait terminé la veille. Il figurait un endroit où la mer apparaissait au loin, et au premier plan, des bateaux aux coques multicolores, des filets, des cagettes empilées pleines de choses luisantes, et des hommes affairés à porter des caisses. Ce dessin était si réaliste qu'il ressemblait à une photographie. Une boule se forma dans le ventre d'Ernest. Plus le temps passait, plus ce qu'on lui avait raconté sur cet ourson se révélait exact. Il n'était pas normal. De sa naissance jusqu'à aujourd'hui, rien n'était normal. « Merci, dit Ursibelle en attrapant les parchemins. « Mais j'avais demandé du papier, pour mieux faire ressortir les couleurs. C'est tout terne, le papyrus. »« Je n'ai pas les moyens de t'acheter de papier, » murmura Ernest, en entr'ouvrant la porte. « Qu'as-tu dessiné sur celui-ci ?»« C'est un porc. »« Et c'est qui ce Brouillot dont vous parliez tout à l'heure ?»« Un ami, je t'expliquerai. » éluda Ernest, sur un ton qui n'invitait pas à creuser la question. « Un porc ?» répéta-t-il, les sourcils froncés. « Je ne vois aucun cochon, pourtant. »« Regarde les gros bateaux, indiqua Ursibelle, et les oiseaux qui volent partout. C'est des mouettes. »« Mouettes » articula Ernest, comme une syllabe fantaisiste. Piqué par la curiosité, il se précipita sur une bibliothèque à la recherche d'un volume recensant toutes les créatures volantes. Les étagères d'Ernest débordaient d'encyclopédies sur la Terre. Leurs auteurs étaient qualifiés de sibyllins, car ils possédaient le don de voir la planète bleue pendant leur sommeil. Ainsi, ces religions sempiternellement coiffées d'un bonnet de nuit consacraient-ils la plus grande partie de leur vie à dormir et à rapporter leurs rêves dans des livres qui servaient à l'instruction des éléistes. Mouette, 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 j'ai marabout, Martin pêcheur, moucherolle. Pas de mouette, dit-il. On ne trouve jamais rien dans tes livres, bougonna Ursibelle. Pourtant, c'est l'encyclopédie des créatures volantes de la Terre, d'Auguste Tétrapode, une référence. Un avion, passant à proximité, ébranla l'appartement, non sans faire crisser, craquer et geindre la structure de l'immeuble. Des écailles de peinture s'émiettèrent sur les cheveux d'Ernest, et la silhouette hurlante d'un appareil militaire apparut à la fenêtre. C'était un torchier, arme au dernier cri de l'aviation ursido-humaine et fierté du supérieur Marsifal, le redoutable chef autoproclamé du peuple et de l'armée. La mission de ces appareils
consistait à attaquer la flore au napalm. Celui-là allait mettre le feu quelque part, pour une quelconque raison, qui ferait l'objet d'un article dans le journal du lendemain. Ursibel fut soulagé quand vint le moment de passer à table. Il allait enfin demander à Gourmandine et à Ballotin les détails de leur sortie matinale. « On a vu des légumes d'hiver, déclara Ballotin. Ils vendaient la même chose que la semaine dernière. » Ballotin avait la fourrure ébouriffée par la marche ventée de ce matin. Ses jambes, courtes et musclées, lui donnaient une démarche décidée et l'air d'un ourson toujours affairé. Ernest adorait sa grosse tête plantée de 2 oreilles qui ressemblaient à des pétales à moitié fanés. « Sinon, rien qui ne sorte de l'ordinaire, conclut-il en se demandant de quel côté de l'assiette mettre le pilulier d'Ernest. « Ah si, on a vu des cotons partir au centre-ville pour y vendre leurs fibres. Le vent arrachait les boules de leurs branches, pouffa Gourmandine. Il fallait les voir leur courir après. » « Il n'y a pas de quoi rire, fit remarquer Ernest, en posant une marmite pleine de poireaux bouillis sur la table. Ils essayent de gagner leur vie honnêtement, comme tout un chacun. Typhon, à table! Il boude, dit Ballotin. Un autre torchier frôla l'immeuble, ébranlant une nouvelle fois l'appartement. Ernest empêcha les verres de se renverser, et tout ça à cause des poussières tombées du plafond. « On peut allumer la télé » demanda Gourmandine. « Hors de question. La propagande anti-éléiste affichée dans les rues, ça ne vous suffit pas ? On va se régaler » s'exclama Typhon qui venait de les rejoindre, en essorant une tige de poireau avec le plat de son couteau. « Est-ce qu'ils ont mal quand on les met dans l'eau bouillante » demanda Ursibel, un œil posé sur les tiges vertes avachies dans son assiette. « Bien sûr qu'ils ne souffrent pas, assura Ernest. Les poireaux donnent les tiges qu'ils peuvent trancher au-dessus de leur tête, et ça repousse en moins d'1 semaine. Elles bougent encore un peu une fois coupées, mais non, cette nourriture ne souffre pas. Et même si elle souffrait, beugla Typhon, en montrant une tige à moitié mâchée dans sa bouche, je mettrais bien mon temps à mastiquer. Comme ça. Espèce de sauvage, siffla Gourmandine, dégoûtée. Ursibel buvait à grands traits pour dissiper le goût terreux des poireaux. Les verres étaient remplis d'une eau mélangée à de la poudre d'indigo, car bleuir l'eau potable était l'un des premiers rituels éléistes inculqués aux oursons, comme un moyen de se lier aux océans terrestres par la boisson. « J'ai prévu de faire le cours sur le toit cet après-midi, » annonçait Ernest, lorgnant du coin de l'œil Typhon, qui donnait des coups de pied sous la table. « Ça permettra à Ursibel de prendre l'air. Le vent a bien étréci le ciel, et les brumes sont moins opaques. Nous resterons jusqu'à la nuit pour étudier les constellations. Après tout, l'avant du clair de terre vient de commencer. En cette période, vous devez rapprocher votre conscience du ciel au lieu de ne songer qu'à vos commandes de jouer. » Ursibel sentit l'excitation monter dans son ventre. Le toit offrait une vue imprenable sur les monuments d'Urpois, le Gueulard, musée de la pâte à tartiner, le palais d'acier et même les lumières de Poupoury. Des endroits qu'il était le seul à ne pas connaître, mais dont ses frères et sœurs lui avaient raconté qu'on y trouvait tout ce qu'on voulait, et surtout des tas de choses à manger. Il se prit à espérer que l'étude des constellations ne durerait pas trop longtemps, car Ernest avait la fâcheuse habitude de s'éterniser des heures à rabâcher le nom des étoiles en latin, connu par les éléistes pour être la langue des terriens. À peine descendus de leur chaise haute pour quitter la salle à manger, les oursons furent rappelés à l'ordre par Ernest. « Hep hep hep, vous n'avez rien oublié ?» Les yeux de Gourmandine s'illuminèrent. « On est mercredi, c'est le jour du sérum !» La petite s'égaya en battant des pattes, impatiente d'accomplir l'action de grâce hebdomadaire des oursons éléistes. Le sérum était rangé dans une commode précieuse ornée de pommeaux en saphir, gravés aux formes des continents terrestres. En plus des reliques sauvées du déménagement, elle renfermait les dessins les plus réussis d'Ursibel. Un tiroir grinça. L'intérieur, tapissé de velours bleu, renfermait 3 bouteilles soigneusement alignées. Sur chacune d'elles, une étiquette écrite à l'encre de myrtille indiquait la mention « Sérum microsomatique ».
Ernest prit une cuillère en argent oxydé. Puisque votre sœur est la plus enthousiaste, je vais commencer par elle. Gourmandine grappa sur ses genoux et ouvrit la bouche en fermant les yeux, très concentrée. Voilà, sourit Ernest. Tous les 7 jours, Gourmandine et ses frères avalaient une potion inventée il y a fort longtemps par le moine Émile Millième. C'était un éminent sibyllin, féru de chimie, dont la statue venait d'être renversée par la police marzifalienne, au centre de l'ancien quartier éléiste, d'Urpois. Ernest leur avait montré dans l'offensive la photo de la statue à terre. Elle représentait un homme barbu tenant un globe terrestre dans une main et une fiole du fameux sérum dans l'autre. La formule de Millième était composée en majeure partie de jus de chou de Quintal. Mais Ursibelle s'était souvent demandé comment ce légume à grosse tête était devenu l'ingrédient principal du sérum microsomatique. Une fois mélangé à un deuxième élément, tenu secret par les moines limonadiers, le sérum arrêtait la croissance des oursons sans interrompre leur développement intellectuel. Ainsi, la communauté éléiste comptait des poupons capables de raisonner comme des vieux sages. Gourmandine fit danser le sérum à l'intérieur de sa bouche, l'air satisfait, puis quitta gracieusement les genoux d'Ernest pour laisser la place aux garçons. Chacun avala une dose au goût de chou, légèrement salé. Puis Ernest mesura ses petits l'un après l'autre à l'aide d'un maître couturière. « C'est parfait, annonça-t-il, comme une bonne nouvelle à Gourmandine. Tu n'as pas grandi d'1 millimètre. Trop contente, s'enthousiasma Gourmandine, tandis qu'Ernest reportait sa taille sur un carnet de santé. Ballotin mesurait toujours 52 centimètres, Ursibelle 46 et Typhon... Par tous les saints sibyllins du calendrier, s'irrita Ernest. Tu as pris 5 millimètres depuis mercredi dernier. Très fâché, il reporta 71 centimètres et demi, cette fois au crayon rouge. J'avais pourtant augmenté ta dose d'une demi-cuillerée. Typhon haussa les épaules. Ça fait bientôt 12 ans que j'avale ce truc. J'en ai ras la fourrure d'avoir l'air d'un oursinou. Ernest haleta, comme s'il venait de recevoir une claque dans le dos. Il recrache sa cuillerée, s'empourpra-t-il, les mains jointes en regardant le plafond. Ce sac à poils crache le sérum derrière mon dos toutes les semaines. On en a déjà parlé 1000 fois. Les saintes écritures disent que vous devez rester petit pour avoir la taille adéquate au moment de vous faire empelucher. Me transformer en peluche, ben voyons. C'est l'épreuve attendue par tous les oursons éléistes, jusqu'à être ramené à la vie par l'élu. Ernest accompagna ces paroles d'une vénération à la terre, un mouvement qui consistait à joindre le bout des 10 doigts pour former une sphère avec les mains. Gourmandine et Ballotin accomplirent le même geste et psalmodièrent ensemble. Nous y parviendrons. Eh bien, moi, je n'ai pas envie d'être des vôtres, croassa Typhon. Ne dis pas ça, s'indigna Ballotin. Tu seras bien content quand la terre sera devenue ton foyer. Content ? Je devrais être content de me retrouver sur terre, changé en nounours, avec un nœud rouge autour du cou et un œil arraché. Ernest rouvrit la bouche. J'en ai assez entendu, s'énerva-t-il, en s'emparant du récalcitrant. Tu vas avaler une double dose sans discuter, ou je te confisque tes maquettes d'avions torchés. Le ventre d'Ursibelle se noua. Comme son frère aîné, il trouvait très contrariant de finir en nounours, sur une autre planète, à attendre d'être ressuscité par un vague élu dont parlait une prophétie. Ernest obligea Typhon à avaler 2 cuillerées entières et invita ses petits à passer le reste de la journée sur le toit. Il dissuada Ballotin d'emporter sa mitraillette à gadou et veilla à ce qu'ils soient tous munis d'une paire de lunettes de soleil, car leurs yeux n'étaient pas habitués à une luminosité si forte.